Monsieur le professeur, nous vous remercions d'accepter cette rencontre dans le cadre de l'émission Pièces à conviction de l'association étudiante GAJAP pour parler, dans cette période d'état d'urgence, des réponses apportées au terrorisme dans un cadre légal, donc avec cette loi de 1955. Alors, je vais rapidement rappeler vos faits d'armes, entre guillemets. Donc, vous êtes né à Aix-en-Provence en 1966. Vous avez fait une partie de vos études à La Réunion, d'abord en lettres, avant d'arriver à Paris pour terminer une licence de lettres en 1987. Et ensuite vous êtes parti à Aix-en-Provence pour faire du droit. Vous avez eu votre thèse, vous avez validé votre thèse en 1996, et vous avez validé l'agrégation de droit avec un jury assez exceptionnel, dirigé par monsieur le doyen Favoreux, en 1998. Vous êtes déontologue à l'Assemblée nationale depuis 2014 et vous êtes un auteur d'ouvrages juridiques très connu des spécialistes, puisque vous êtes un professeur à l'Université de Bordeaux depuis 1998, à la faculté Montesquieu, spécialiste en droit constitutionnel et des libertés fondamentales. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons donc attaquer la prononciation de l'état d'urgence, essayer de mettre en place le cadre de cette loi. Estelle. Pour poser le contexte, donc le 13 novembre 2015, des attentats simultanés ont eu lieu au cœur de la capitale parisienne, qui ont été revendiqués par le groupe État islamique Daesh. À ce propos, François Hollande, le soir même, a décrété l'état d'urgence portant application sur la loi du 3 avril 1955, qui sera matérialisée le lendemain matin par le décret qui suit. Donc, concernant cette loi de 1955, pouvez-vous nous dire dans quel cadre elle a été élaborée, créée ? Bon, tout d'abord, bonjour à vous, merci de cet entretien, et bravo pour votre action, votre association et la diffusion d'informations sur ces sujets. Donc la loi de 1955, c'est une loi qui est relative à la création de l'état d'urgence et qui a été adoptée pour faire face à l'insurrection en Algérie. On est au tout début de ce qu'on appelait encore pudiquement les événements d'Algérie, 1er novembre 1954, les Aurès, etc. Donc c'est une loi du gouvernement Edgar Faure, et effectivement elle est dans un contexte, on va dire, colonial, et pour aller vite, de répression coloniale. Donc c'est de la première difficulté, même si cette loi a été modifiée à plusieurs reprises ensuite, elle est quand même chargée d'un poids symbolique très, très lourd. Est-ce que vous pensez, du coup, comme Edgar Faure, quand il l'avait déclaré en 1955, que l'état d'urgence était une loi qui était une alternative plus libérale que l'état de siège ? Il avait déclaré qu'il était certain que dans des périodes de troubles, il faut pouvoir prendre des décisions plus rapides que ne le permettent l'organisation habituelle des règles administratives. Je dois dire que personnellement, j'aurais pu me contenter d'appliquer l'état de siège si l'Assemblée manifestait une préférence pour ce système. Il nous est apparu qu'en créant la législation de l'état d'urgence, nous allions dans un sens plus libéral et plus souple. Oui, c'est bien la pensée d'Edgar Faure, il y a une pensée subtile et parfois un peu ondoyante, mais sur le fond il n'avait pas tort, et il continue à ne pas avoir tort d'ailleurs, je crois, puisqu'effectivement il existait déjà en 1955, donc avant la constitution de la Ve République, un régime particulier qui est le régime de l'état de siège, et aujourd'hui dans la constitution de 1958 il y a trois régimes d'exception, enfin dans la constitution de 1958 il y a deux régimes d'exception. Donc toujours l'état de siège, article 36 de la Constitution, qui est un transfert des pleins pouvoirs finalement aux autorités militaires, après un vote du Parlement tout de même, enfin bon, ça suppose quand même une situation très très exceptionnelle. Il y a depuis la Constitution de 1958 cet article 16 de la Constitution qui est un transfert des pleins pouvoirs au président de la République. C'était une disposition clé voulue par le général de Gaulle pour éviter que ne se reproduise ce qui s'était produit en juin 1940, c'est-à-dire un affaissement brutal du pouvoir exécutif qui finalement laisse place à une forme de dictature, celle qui a été celle du gouvernement dit
du régime de Vichy, du gouvernement du maréchal Pétain. Donc on a ces deux régimes. En revanche, le système de l'état d'urgence n'était pas prévu dans la Constitution. En 1958, on a omis de le faire, soit volontairement, soit involontairement, en réalité volontairement, et il est toujours demeuré un régime législatif. C'est aujourd'hui l'objet de la discussion, justement. D'ailleurs, à ce propos, certains juristes avaient pu se demander si, par l'omission de cette loi de l'état d'urgence dans la Constitution de 1958, il n'y avait pas eu une sorte de suppression de la possibilité de recourir à l'état d'urgence. On s'est rendu compte par la suite que ce n'était absolument pas le cas, puisque l'état d'urgence a été prononcé par le général de Gaulle et par d'autres présidents par la suite, à de nombreuses, relativement nombreuses reprises, quand même. Mais est-ce qu'il y avait une raison logique peut-être à cette pensée des juristes de l'époque, ou avec le recul, Oui, on aurait pu, ça n'a pas été fait, les juridictions qui auraient été seules compétentes pour le faire auraient pu, par exemple, déclarer cette loi de 1955 caduque parce que incompatible avec la Constitution de 1958. Il y a la jurisprudence sur ce type de sujet, mais elles n'ont pas choisi de le faire, en particulier le Conseil d'État, qui aurait parfaitement pu considérer. Alors dans les années 60, c'était peut-être un peu difficile. Dans les années 80, concernant la Nouvelle-Calédonie, à mon avis, c'était possible. Et en 2005-2006, lorsqu'on a appliqué l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, enfin pas l'ensemble du territoire national, mais pour le territoire métropolitain, on va dire pour l'Hexagone et pour certaines zones, là ça aurait été tout à fait possible, mais le Conseil d'État a refusé de le faire. Mais on aurait pu considérer à ce moment-là que prévoir l'état d'urgence par une simple loi antérieure à la Constitution de 1958 faisait tomber cette loi comme étant caduque parce qu'incompatible avec la Constitution. D'accord. Oui, et sachant qu'en plus, en 1985, c'était on a prévu l'état d'urgence, mais il me semble qu'il n'était pas prévu que la Nouvelle-Calédonie rentre dans le cadre de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on a dû, entre guillemets, agrandir le champ d'action de l'état d'urgence pour qu'il puisse s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais on restait quand même dans l'esprit, on va dire colonialiste. Colonial de la loi de 1955, puisque c'était pour régler une situation dans un territoire extrêmement lointain, etc. Et donc, en gros, l'idée, la Nouvelle-Calédonie, c'est loin, on applique un régime exceptionnel, mais voilà, pour des raisons tout à fait particulière. En 2005, quand on l'a appliqué sur le territoire de l'Hexagone, et a fortiori en 2015, on a commencé à se poser la question de manière un peu plus sérieuse. Donc, alors comme vous le disiez, ce n'est pas donc la première fois qu'en dehors de la crise d'Algérie, l'état d'urgence a été décrété en France. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer que cette nouvelle application de l'état d'urgence marque une divergence par rapport aux précédentes mises en application? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques nouvelles qui sont suscitées par cette application dans une société démocratique, notamment dans l'idée que on a voulu restreindre les libertés de certaines personnes, mais en même temps on a restreint les possibilités de l'état d'urgence, puisqu'on a par exemple retiré la possibilité de contrôler les radios, les journaux, les salles de spectacle. En tout cas, ça n'a pas été encore mis en application. Oui, enfin, bon, c'est adapté à la situation présente, et à l'esprit du temps. On voit mal quel intérêt il y aurait pour lutter contre le terrorisme et les attentats terroristes à aller aujourd'hui fermer des radios, des télévisions. En revanche, se servir des dispositions de l'état d'urgence pour exercer un contrôle accru sur les réseaux sociaux, d'une manière générale sur la toile, ça peut se faire.
Donc voilà, chaque époque, ces instruments. Ce qui est sûr, c'est que le régime de l'état d'urgence correspond quand même à un type de situation particulière qu'il faut bien avoir les moyens de gérer. Et clairement, l'état de siège, transfert des pleins pouvoirs aux autorités militaires pour ce type d'événement, bien ce serait prendre un très gros marteau pour écraser un moustique. Voilà, il n'y aurait pas de proportion, on va dire. L'article 16, il y a des conditions précises, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu, qu'il y ait une atteinte à l'intégrité du territoire, etc. etc. On n'en est pas là, Dieu merci. Donc on est dans une situation particulière qu'il faut bien traiter. Oui, puisqu'on peut penser la seule application de l'article 16, de mémoire, c'est le putsch des généraux à Alger. C'était le territoire français, puisque c'était des départements français en Algérie qui étaient tombés, qui risquaient de tomber. Oui, alors ça se discute même encore, ça se discute de moins en moins, mais le fonctionnement régulier des pouvoirs publics n'était pas interrompu en réalité. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le gouvernement continuaient à pouvoir agir. Donc on était en réalité, si on avait contrôlé les conditions d'application de l'article 16, qu'on ne faisait pas à l'époque, qu'on peut faire maintenant depuis 2008, pas initialement, mais depuis la révision constitutionnelle de 2008, il est prévu que après une certaine période d'application de l'article 16, le Conseil constitutionnel peut contrôler les conditions d'application de l'article 16. Donc 3 mois, je crois. 3 mois, donc là il y a une amorce de contrôle, mais à l'époque effectivement il n'y en avait pas. Et donc à l'époque en plus c'était le général de Gaulle et on contrôlait encore moins. On contrôlait encore moins. Le Conseil constitutionnel était sa créature et il n'aurait évidemment pas invalidé le déclenchement de l'article 16. Eh bien, on va alors se poser la question du contenu de cette loi du 3 avril 1955. Donc c'est le fond du problème finalement. Puisque qu'est-ce que sa mise en place finalement va impliquer au niveau de l'extension des pouvoirs de police? Qu'est-ce que ça amène? Et ensuite, qu'est-ce que va apporter les modifications, la loi du 1 novembre, sur la modification de certaines dispositions, notamment en matière d'assignation à résidence, l'article 6 par exemple. C'était voilà, pour ça le cadre général, qu'est-ce qu'implique l'état d'urgence? En clair, la mise en œuvre de l'état d'urgence, c'est la possibilité de porter atteinte à une série de libertés parmi les plus importantes. D'abord la liberté individuelle, tout simplement, la liberté d'aller et de venir. On peut prononcer des assignations à résidence. Ça permet de porter atteinte à une expression de la liberté individuelle qui est l'inviolabilité du domicile, puisque c'est admis qu'on puisse procéder à des perquisitions de nuit, par exemple, enfin une série de dérogations aux libertés. C'est l'idée que dans certaines circonstances, évidemment celles-ci sont exceptionnelles, il n'y a pas de doute, eh bien on peut mettre entre parenthèses les libertés, y compris les plus importantes d'entre elles. Donc voilà, l'état d'urgence c'est ça, c'est un état d'exception. Et effectivement, la plupart des systèmes juridiques et des constitutions prévoient ce type de soupape de sûreté. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais je vous donne déjà un élément. Pour ma part, je trouve ça salutaire. Je préfère nettement ce type de dérogation, mais inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire que dans la norme fondamentale voulue par le peuple, etc., votée par le peuple, bien circonscrite, avec des garanties, plutôt qu'un abaissement général des libertés, un abaissement durable, comme on a pu le voir par exemple aux États-Unis avec le Patriot Act après 2001, c'est-à-dire, et puis la Cour suprême des États-Unis qui valide cet abaissement général des libertés. Je préfère nettement la solution française, qui est de dire bon, on conserve. Aujourd'hui, il y a des éléments un peu d'interrogation, mais
quand même la ligne du gouvernement, et celle qu'a exposé le président de la République dans son discours au Congrès, c'est de dire on conserve notre socle de liberté, on ne se renie pas, mais on admet que pour une période donnée, eh bien, on abaisse temporairement les libertés sous le respect de certaines conditions. Bon, voilà, c'est un choix entre deux possibilités. Pour ma part, je préfère nettement celle-ci. Ce qui suppose néanmoins, alors, en tout cas selon votre opinion, que cette règle de l'état d'urgence, cette possibilité de l'état d'urgence, serait inscrite dans la Constitution. Oui. Ce qui, pour vous, alors peut-être que vous allez me rejoindre, mais en tout cas pour moi, devrait passer par un référendum. Ce qui serait nécessaire peut-être pour qu'il y ait une effectivité plus importante, puisque en fait cette loi de l'état d'urgence, l'état de siège, l'article 16, ça a été validé par référendum en 1958. L'état d'urgence, en 1955, c'est le Parlement qui l'avait voté, n'est jamais venu devant le peuple. On peut considérer qu'aujourd'hui, il est assez bien accepté. Mais est-ce que vous pensez qu'il serait préférable de passer devant le Congrès ou devant un référendum ? Moi, comme tout démocrate, on va dire, je considère que la révision de la Constitution doit emprunter les mêmes formes que l'adoption de la Constitution, et qu'il est souhaitable que les changements apportés à la Constitution soient opérés par la voie du référendum. Sauf que, comme vous le savez, c'est une décision qui appartient au président de la République, puisque c'est lui qui est le maître de la voie de révision de la Constitution, soit la soumettre au Congrès à une majorité qualifiée des 3/5, soit la soumettre au référendum. Depuis 1958, on a révisé 24 fois la Constitution, et on l'a révisée une seule fois à l'issue d'un véritable référendum constituant. C'était pour l'instauration du quinquennat en 2000. En 62, on a bien révisé la Constitution à l'issue d'un référendum, sauf que le général de Gaulle, vous le savez, avait utilisé une procédure détournée qui était la voie de l'article 11, qui est en fait le référendum législatif. Donc il s'est servi une procédure législative pour réviser la Constitution. Bon, à l'époque, on a parlé de coup d'État, c'était la phrase de Mitterrand, le coup d'État permanent, détournement de procédure, etc., etc. Bon, mais enfin, en tout cas, sur les 24 révisions normales, en quelque sorte, par la voie constituante, une seule a eu lieu par la voie du référendum constituant, c'est celle du 24 septembre 2000, sur l'instauration du quinquennat. Donc là, il y a effectivement une forme de désaffection ou de crainte du référendum, qui est souvent une arme à double tranchant. Les derniers référendums ne le démentent pas, hein. Celui de 2005 sur le traité visant à établir une constitution pour l'Europe a un peu calmé les ardeurs de ceux qui pourraient choisir la voie du référendum. Ceci étant, je pense, comme vous, visiblement, compte tenu de la formulation de votre question, que pour une réforme aussi importante qui concerne effectivement le choix que peut faire la société sur la balance entre d'une part liberté et d'autre part ordre public, la question devrait être posée à référendum, lors d'un référendum. Mais bon, aujourd'hui, la fin de l'histoire n'est toujours pas écrite, hein. On ne sait pas quel sera le choix final du président. Visiblement, il veut aller au Congrès, mais l'arme du référendum est toujours entre ses mains. Il a toujours la possibilité de choisir. Oui. Surtout que par rapport à certains référendums qui ont pu être entre guillemets, gouvernementalisés, c'est-à-dire où il y a eu plus un vote sanction, soit sur le gouvernement, soit sur une majorité, on peut estimer qu'aujourd'hui, compte tenu des événements, le vote se fera vraiment sur la nature de l'état d'urgence et pas sur la vision qu'ont les gens de l'exécutif. C'est une question qui pourrait être posée plus à des politiciens, peut-être, des opérateurs. Puis au-delà de ça, on peut tous avoir un avis sur la question. On est dans une période où on a besoin d'unité nationale. Hein, on le sent bien. Et est-ce que c'est pas un bon moyen d'aller rechercher une forme d'unité nationale que de poser la question à la nation ?
Oui. La nation est tout à fait capable de répondre quand on l'interroge. Il faut lui poser les bonnes questions. Ou comme le pensait le général de Gaulle, lui poser les bonnes questions pour qu'elle donne la bonne réponse. Oui, c'est le cas en l'occurrence, puisqu'on sait qu'il y a une très large majorité de Français approuvent ces mesures. Mais ces mesures, par donc la loi du 20 novembre, ont été quelque peu modifiées, puisque la loi du 20 novembre qui prolonge l'état d'urgence à partir du 26 novembre pour 3 mois, opère également une modification de la loi de 1955. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été ces modifications et leur importance, et peut-être si vous estimez qu'elles ont été ou pas nécessaires, si on peut... Par exemple, à quoi vous pensez? L'élargissement à toute personne pour laquelle il y a des raisons de penser, l'élargissement des assignations résidence, c'est-à-dire que là on tomberait plus dans le domaine préventif. Mais là, est-ce que quid de la présomption d'innocence, de l'élargir à des personnes qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, est-ce que cet élargissement était nécessaire au vu des circonstances? On a pu avoir un exemple, par exemple, avec les personnes qui ont été assignées à résidence dans le cadre de la COP 21, de militants écologistes, dont on peut supposer, il y a eu d'ailleurs des recours qui ont été exercés, mais dont on peut supposer qu'ils avaient assez peu de liens avec des associations terroristes du type de Daesh, qui ont été... alors c'était pour d'autres raisons. Oui, je comprends. Hein. J'enseigne les libertés fondamentales, donc je suis donc un défenseur des libertés. Sauf que parfois, m'excuse, hein, mais mon point de vue n'est pas très politiquement correct pour un spécialiste de liberté fondamentale. Je suis moi aussi conceptuellement froissé par des mesures qui peuvent frapper des personnes qui sont simplement soupçonnées de fomenter, etc. Bon. Très bien. L'intention n'est pas l'action. Enfin, dans la chrétienté. Voilà, on sait tout ça. Sauf que face à la nature de ces actes, il faut bien apporter une réponse appropriée. Et on voit bien que certains veulent tout et leur contraire. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui est plutôt reproché au gouvernement, c'est de ne pas avoir mis en œuvre l'état d'urgence plus tôt. Donc, moi je pense que dans des circonstances exceptionnelles, on est bien obligé d'adopter ce type de mesures. En revanche, il faut impérativement qu'elles soient contrôlées régulièrement, efficacement, non seulement par la représentation nationale, c'est ce qui est en train de se faire actuellement de manière tout à fait inédite sous la Ve République, puisque le Parlement a la compétence. Hein. On pense souvent que le Parlement ne fait que voter la loi, c'est une de ses compétences, mais il a aussi deux autres compétences, hein, évaluer les politiques publiques et évaluer l'action du gouvernement, hein, ce qu'on appelle la responsabilité gouvernementale. Et aujourd'hui, le Parlement exerce cette responsabilité gouvernementale à fond, si je peux dire, en faisant jouer le fameux article 5 ter de l'ordonnance de 1958 relative à l'Assemblée, qui a permis à la Commission des lois d'effectuer ce contrôle. Donc il y a un contrôle, pour rentrer dans le détail, effectif à mon avis de l'Assemblée, et par ailleurs, évidemment, le juge doit pouvoir contrôler de manière approfondie. Et là aussi, les décisions, les premières décisions que l'on a vu tomber ces dernières semaines jusqu'à ces jours-ci, hier, aujourd'hui, montrent que le juge administratif, notamment le Conseil d'État, dans le cadre des procédures de référé liberté, entend bien exercer un contrôle approfondi, en soumettant toutes ces mesures à ce qu'on appelle le triple test de proportionnalité, nécessité, comme la CEDH, comme la Cour allemande. Ouais. Et je pense que si on est quand même, il faut toujours raison garder, on est quand même dans un état de droit, un vrai état de droit. C'est là aussi qu'on le mesure.
Oui. Mais donc, ce qui va peut-être, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied, mais qui va un petit peu limiter les personnes qui considèrent que le juge n'avait en définitive sur l'état d'urgence qu'un pouvoir de contrôle restreint, puisque le juge, alors comme vous l'indiquez, fait un contrôle assez poussé des décisions qui sont prises, et aussi de la loi, de l'opportunité de la loi, et ce qui va venir limiter cette vision d'un contrôle vidé de sa substance, par le fait que l'état d'urgence impose certaines dérogations qui entraîneraient un contrôle superficiel, puisque nécessité faisant loi, non, le juge restreint cet adage pour... Heureusement. Hein. Oui, voilà, oui, heureusement. Heureusement, dans un état de droit, qu'est-ce qui caractérise un état de droit? Si on veut vraiment aller au plus simple, c'est deux choses. C'est qu'il y ait des droits, des libertés fondamentales qui soient garanties, et par ailleurs, ça c'est un principe substantiel, et par ailleurs un principe d'organisation, qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs, et que cette séparation des pouvoirs permette par l'équilibre, le contrôle, etc., qu'aucun pouvoir ne s'arroge l'ensemble des pouvoirs. Bon, aujourd'hui, on voit que l'action de l'exécutif qui est nécessaire, qui doit être forte, y compris dans aller jusqu'à des mesures telles que celles qui ont été, que vous avez évoquées, eh bien, elle est nécessaire parce que si elle n'existe pas, c'est l'État, la République, la nation, enfin tout ça qui s'effondre. On a connu ça à d'autres périodes dans notre histoire. Mais pour que cela fonctionne et que ça ne se transforme pas en une dictature ou un régime d'exception permanent, il faut que les autres pouvoirs, en l'occurrence le législatif et le judiciaire, contrôlent réellement l'action de l'exécutif. Je pense qu'on en prend le chemin. Très bien. Là, c'était au niveau du contenu. Moi, je voudrais vous parler de la prorogation. On sait que la loi du 20 novembre a modifié certaines dispositions, mais a permis la prorogation pour 3 mois. Est-ce que selon vous, cette prorogation semblait nécessaire? Et surtout, encore une fois, est-ce que proroger, comme il serait question en ce moment de la reproroger une fois, est-ce que, comme le disait la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a mis un avis assez sévère à ce niveau-là le 16 janvier, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette première prorogation était nécessaire pour permettre justement à l'exécutif de continuer ce travail, de mettre en application les mesures dans un état où il y a potentiellement un risque encore de terrorisme, où le risque peut être assez élevé, parce que il me semble, dit M. François Hollande, qui aurait peur qu'il y ait un attentat en ce moment et qu'on lui reproche peut-être d'avoir trop tôt enlevé cet état d'urgence et que l'État ne puisse pas agir. Est-ce que le faire de nouveau, ça serait encore une fois nécessaire? Bon, moi j'ai la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui est présidée par une collègue et amie, Christine Lazerge, professeure de droit, et dans son rôle, quand elle écrit ce qu'elle écrit. Et elle fait bien de le faire. C'est très important que des organismes de ce type réagissent comme ils le font. Par ailleurs, le président de la République, le gouvernement, visiblement prépare le terrain à une prorogation de l'état d'urgence au-delà du 26 février. Moi, je n'ai, à titre personnel, aucune information. Je sais simplement que les militaires sont mobilisés actuellement tous azimuts, que les hôpitaux en France se préparent à recevoir des blessés en cas de nouvelle attaque terroriste. Donc je vois que les moyens, on va dire, sont mobilisés dans l'éventualité d'une nouvelle attaque. Compte tenu de la nature de ces attaques, rien ne permet de penser aujourd'hui qu'on soit dans un monde idéal où il n'y en aurait pas une demain. D'autant que Daesh a lancé des nouveaux mots d'ordre, vous le savez, leurs cibles privilégiées actuellement sont les enseignants et les établissements d'enseignement. Alors c'est vrai, ça c'est... Il y a une université, je crois, c'était au Pakistan, l'université au Pakistan, nous on a
on est là dans les locaux d'une université. Voilà, ils ont des nouvelles cibles et rien ne dit qu'ils ne vont pas chercher à les atteindre. Donc, si le gouvernement dispose de ce type d'informations et qu'il proroge l'état d'urgence, voilà, on peut lui faire crédit. De toute façon, ce sera voté par le Parlement également. Ce sera voté par le Parlement également. Évidemment, si on va vers un scénario à l'égyptienne, sous Moubarak, où il y a eu un état d'urgence pendant 30 ans, je dis pas que ma limite se situe à 30 ans, mais 3 mois plus 3 mois, on reste dans le domaine du raisonnable. Mais à un moment donné, effectivement, il faudra bien en sortir. Et je crois que l'état d'urgence, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que l'état d'urgence en France, la période d'application la plus longue, c'était durant les années 60, où c'était 18 mois. Ouais. À peu près. Oui, ça paraît déjà beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore en ce moment, même si on feint de l'ignorer, on fait semblant de vivre normalement, on est encore voilà, dans la crise, quoi, et dans la tourmente. On n'en est pas encore sorti. Donc une nouvelle prolongation de l'état d'urgence, si le gouvernement a bien des informations, et il semble les avoir, ne me choque pas. Si on devait aller effectivement sur une deuxième, une troisième, une quatrième prolongation, là il faudrait se poser des questions, parce que ça voudrait dire qu'on est sorti de l'exception pour atteindre ce que certains appellent le nouveau normal, c'est-à-dire qu'on a déplacé le curseur. Et donc là, effectivement, ce ne serait plus acceptable. Très bien. Bon, tout à l'heure, nous avons parlé du contrôle du juge. Voilà. Mais ce contrôle peut avoir un autre niveau, et notamment au niveau constitutionnel. Nous parlions en début d'émission du cas de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas eu de contrôle a priori de la loi à cette époque-là. Le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent, il me semble. Est-ce qu'il y avait eu une raison logique, et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir rendre un avis clair sur la question, peut-être Oui, ce ne serait pas idiot. La preuve, c'est que ça a été imaginé, puisque je crois savoir que le président de la République lui-même a imaginé, puisqu'il a le droit de saisir le Conseil constitutionnel, il a imaginé opérer une saisine blanche, c'est-à-dire transmettre la loi au Conseil constitutionnel pour que celui-ci en vérifie a priori la constitutionnalité. Ça a déjà été fait, par exemple pour la loi d'octobre 2010 portant interdiction de la dissimulation intégrale du visage. Pour éviter des QPC postérieurs, il avait été fait une saisine conjointe du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, de manière à purger en quelque sorte le contentieux constitutionnel postérieur éventuel. Là, c'est effectivement une hypothèse qui a été envisagée. On a même imaginé une saisine ultra conjointe, président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. En même temps, ça soulève une difficulté, c'est que c'est un peu, passez-moi l'expression, refiler la patate chaude au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire dire, moi, finalement, comme pense Pilate, je m'en lave les mains et je laisse le Conseil constitutionnel trancher cette question que je ne serais pas capable de trancher. Pour ma part, je préfère que les pouvoirs publics, le président de la République, soit dans son rôle, c'est-à-dire qu'il décide, et le Premier ministre également, il décide, il propose une loi, voilà, mais mettre le Conseil constitutionnel en amont dans la procédure, c'est un peu curieux, quoi.
ça aurait été se défausser. Oui. Parce qu'il y avait peut-être aussi un problème de timing. Peut-être qu'en amont de la loi, peut-être le... Alors, c'était jouable, parce que le Conseil intervient très vite. Il rend des décisions dans un délai maximum d'un mois, dans le cadre du contrôle a priori, et ce délai peut être amené à 8 jours en cas d'urgence. Donc c'est très, très bref. Effectivement. On aurait pu être fixé rapidement. Oui, ce qui s'était passé en 1985 dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'était justement que la loi de prorogation pour l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, on avait tenté de faire contrôler la loi de 1955 par rapport à cette loi de 85. Oui. On avait dit finalement non, on ne peut pas, parce qu'elle ne faisait qu'appliquer la loi de 55, elle ne la modifiait pas. C'est ça. Sauf que nous, on avait, depuis le 20 novembre, finalement, on a la possibilité, puisqu'elle modifie les dispositions, l'article 6, l'article 1. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a une QPC, notamment qui a été amorcée donc, par 7 référés liberté. Le QPC a été soulevé. Et je voudrais savoir votre avis sur la position du Conseil constitutionnel quant à cette QPC. On ne pourra pas parler d'un contrôle neutralisé par le caractère exceptionnel du régime d'état d'urgence. Oui, aucun problème. Bien sûr, le Conseil constitutionnel, c'est un peu le sens aussi de la question que vous me posiez sur le contrôle a priori. C'est pour ça que le contrôle a priori ne me paraissait pas souhaitable. C'était aussi une des raisons. Forcément, le Conseil constitutionnel ne veut pas trancher cette question. S'il l'avait tranchée au regard de sa jurisprudence antérieure, il aurait été contraint d'annuler, enfin d'abroger. Il a choisi de ne pas le faire et ce faisant, il s'est écarté des principes qu'il doit appliquer. Donc là, c'est effectivement une difficulté. Pour moi, toutes ces raisons militent, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement et le président de la République ont choisi d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, militent pour que on fasse un choix clair, qui est d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution pour éviter ensuite toute contestation. Et du coup, abaissement général du niveau de protection des libertés en France, parce que l'impact, la conséquence, c'est ça quand même. Oui, puisqu'on peut aussi estimer que le Conseil constitutionnel, tant que ce n'est pas dans la Constitution, ne rendra quasiment toujours les mêmes décisions en matière de QPC. Et donc, le recours ne sera pas, entre guillemets, effectif. Ce qui pourrait, par contre, si on suit votre idée, avoir une réelle effectivité si l'état d'urgence rentre dans la Constitution et qu'ensuite il y a des lois que vous mettrez en place pour définir des cadres adaptés à la période et où le Conseil constitutionnel, par rapport aux dispositions de la Constitution, pourrait, avec la QPC, venir mettre des limites pour nous dire, par exemple, là, effectivement, l'état d'urgence rentre dans un caractère exceptionnel et effectivement, on peut aller jusqu'à tel point, mais pas tel autre, parce que là, on dépasserait le cadre normal qui est admissible dans une démocratie, peut-être. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que la QPC, elle n'a jamais été confrontée à l'état d'urgence, finalement, vu que c'est depuis la réforme de 2008, pardon. Est-ce que ça pourrait être un mécanisme pertinent, finalement, cette QPC, pour pouvoir, comme disait le monsieur Tandonnet, délimiter les contours de ce qui est constitutionnel ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça pourrait être un mécanisme pertinent, finalement, de pouvoir délimiter cet état d'urgence, cette confrontation QPC état d'urgence? Est-ce que ça pourrait donner quelque chose à l'avenir d'intéressant, qui pourrait participer à dégager les contours de l'état d'urgence? Oui, mais le problème est même en amont, puisque c'est l'existence même de la QPC qui a fait craindre au président de la République que toute la loi de 1955 tombe, et donc on n'ait plus aucun moyen de réagir efficacement. Donc déjà la QPC a joué un rôle, entre guillemets, préventif, puisque si le président de la République a annoncé devant le Congrès une révision de la Constitution pour y inscrire l'état d'urgence, c'est parce qu'existe la QPC, c'est la raison principale, c'est une raison juridique. Alors, on va maintenant aborder l'avant-dernière partie de notre entretien, pour des raisons de timing. On
on va se pencher sur le droit européen. Donc le droit européen, le droit de la CEDH, Ouais. et notamment l'article 15 de la CEDH qui permet, intitulé dérogation en cas d'urgence, et donc qui permet à un État de déroger aux dispositions de la CEDH dans le cadre d'une situation exceptionnelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu brièvement le cadre de cet article 15 et des conditions qu'il pose pour être dans un cas exceptionnel d'urgence? Alors j'imagine que ça doit être à peu près les mêmes que pour l'état d'urgence en France. Il n'y a peut-être pas de grosses différences. Non, c'est effectivement une clause de sauvegarde qui a été prévue dès l'origine dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui à mon avis là aussi est heureuse. En réalité, quand on regarde les conditions de mise en œuvre de l'article 16, elles sont, et c'est d'ailleurs un peu une constante dans la Convention européenne des droits de l'homme, à part sur certains points, c'est même du moins 10 ans par rapport à ce que l'on connaît en France. Donc là, il n'y a pas réellement de difficulté. Certains ont imaginé qu'il y aurait un obstacle insurmontable du côté du Conseil de l'Europe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Oui, puisqu'il faut préciser que la France a prévenu, le Conseil de l'Europe a prévenu la Cour européenne qu'elle serait amenée peut-être à déroger à certaines dispositions et que donc elle faisait acte de prévention pour signaler. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que cette dérogation possible, que la France a peut-être prévu d'envisager, qu'est-ce que ça change finalement pour le recours à la CEDH? Qu'est-ce qui se passe si une personne souhaite un recours? On sait qu'il y a les filtres, elle doit épuiser tous les recours internes, mais comment ça se passe au niveau de l'appréciation du litige et aussi de la dérogation? Là, très concrètement, cela signifie que la Cour européenne des droits de l'homme ne remettra pas en cause l'interprétation qu'a faite la France et la disposition qu'elle a prévue. Voilà. Donc les recours ne pourront pas prospérer, même si on est dans une société contentieuse et que l'on fait des recours pour tout. J'ai même vu que la famille de la jeune femme qui est morte dans l'appartement à Saint-Denis, à Snaït ou la Seine, faisait des recours pour mettre en cause la responsabilité de l'État français dans le décès de cette jeune femme. Oui, on peut tout imaginer, mais là quand même, c'est beaucoup. Bon, à mon avis, en tout cas, ces recours ne prospéreront pas, sauf si la France excédait de loin le champ circonscrit de la dérogation, puisqu'une dérogation elle est toujours interprétée strictement, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Oui, si elle a tenté à des droits absolus qui sont définis... Oui, ou si elle prolongeait indéfiniment l'état d'urgence, comme en Égypte. Voilà. Mais enfin le risque est quand même limité. Il ne faut pas oublier que dans le Conseil de l'Europe, on a des pays aussi démocratiques que la Russie, la Turquie. Pas la Biélorussie, je crois. Non, mais la Russie, par exemple, le maximum qu'on ait fait contre la Russie, où il y a des violations quotidiennes des libertés les plus fondamentales, c'est des suspensions temporaires du système juridique du Conseil de l'Europe. On n'a jamais exclu la Russie du Conseil de l'Europe. Bon, le risque n'est pas inexistant, mais il est quasi nul. Alors, nous allons aborder la dernière partie de notre entretien sur la question de la déchéance de la nationalité. Alors, vous aviez un moment précisé que vous aviez parfois des positions un petit peu politiquement non correctes. Nous rappelons juste que l'intervenant est entièrement libre de ses réponses. Donc, voilà. C'est dans le cadre d'une possible révision de la Constitution où l'exécutif avait proposé que soit prévue la possible déchéance de la nationalité. Alors, à la base, c'était des binationaux, des ressortissants binationaux. Des propositions ont proposé que ce soit étendu à tous les Français, dans une idée d'égalité, ce qui poserait la question d'une possible création d'apatrides. Et sur un plan, alors, en premier lieu purement constitutionnel,
qu'est-ce qu'impliquerait le fait d'inscrire au sein de la Constitution cette déchéance de la nationalité pour les binationaux? Ça implique... Alors quand je dis que je ne suis pas politiquement correct, c'est que je ne suis pas politiquement correct par rapport à une certaine conception, on va dire un peu extensive, notamment compréhensive, on va dire, du principe d'égalité. Alors, il se trouve que je connais assez bien le principe d'égalité, j'ai travaillé sur ce sujet pendant de nombreuses années, et je continue, je fais ma thèse sur le principe d'égalité. Je pense que là, il est vraiment utilisé à tort et à travers. Pour être simple, sur cette proposition d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, je pense, on est certain de rien, mais parce que ça n'a pas été jugé, notamment par le Conseil constitutionnel, donc sous réserve d'une appréciation par le Conseil constitutionnel qui serait la seule valable, mais mon opinion personnelle est que ça n'était pas nécessairement un impératif juridique. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait adopter cette mesure par une simple réforme législative, contrairement à l'état d'urgence où là, réellement, il faut une élévation au rang constitutionnel. Bon. On n'en est pas certain, c'est possible, de mon point de vue, je vais vite, ça n'était pas impératif, on pouvait parvenir exactement au même but par une réforme du Code civil en l'occurrence. Bon. Le gouvernement fait un autre choix, pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont, si ce ne sont pas des raisons juridiques, ce sont plutôt des raisons politiques. Elles lui appartiennent, moi je n'ai pas ici à me prononcer sur l'opportunité. En revanche, si on procède à cette révision de la Constitution, comme on ne contrôle pas les lois constitutionnelles, bon, de toute façon on fermera la discussion, il n'y aura plus de problème. Cela dit, est-ce que ça viole le principe d'égalité de prévoir une déchéance de nationalité seulement pour les binationaux, y compris ceux nés français? À mon avis, non. À mon avis, non, parce que ceux-là sont dans une situation différente. Quelle est la situation différente? Eh bien, ils ont commis des attentats ou ont été complices d'attentats ou se sont rendus dans des territoires où on perpètre des massacres, etc. Donc voilà, leur situation est différente. Et le principe d'égalité n'a jamais imposé une égalité absolue. Au contraire, il impose de traiter différemment des situations différentes. Donc des personnes dans des situations différentes doivent être traitées différemment. Donc moi, je n'ai pas de difficulté particulière avec cela. Et par ailleurs, sur l'idée même de déchéance de nationalité, j'avoue que là aussi, je n'ai pas de difficulté particulière dans la mesure où je pense que la citoyenneté est un droit, mais c'est aussi un devoir. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal en ce moment, dans une société extrêmement individualiste, à se rappeler que les droits ont toujours deux faces, ils ont aussi cette face du devoir, en quelque sorte. Et par conséquent, admettre qu'il y ait une contrepartie, en quelque sorte, qui puisse consister en une déchéance de nationalité ne me choque pas. Quant au fait de créer des apatrides, c'est vrai que c'est une difficulté, cependant on sait que, là aussi c'est un peu comme avec le système de la Convention européenne des droits de l'homme, la France ne serait pas condamnée, effectivement symboliquement c'est pas formidable. Cela dit, encore une fois, les apatrides qui seraient éventuellement créés seraient en tout petit nombre, et me semble-t-il pour de bonnes raisons. Vous avez des pays dans le monde qui créent des milliers, voire des millions d'apatrides. Le pays qui en a... Je crois que un des exemples, alors, qui n'est pas totalement récent, moi je connais pour d'autres raisons, mais c'était l'exemple hongrois au milieu des années 50, où suite aux événements de Budapest... Aujourd'hui encore, je vous rassure, où je vous inquiète, par exemple, un grand nombre de pays, notamment l'Égypte, a créé dans la période récente
mais alors là, c'est plusieurs centaines de milliers d'apatrides, puisque par exemple, ils ne reconnaissent pas la transmission de la nationalité par la mère, et pour des raisons religieuses. Et donc, les filles mères, par exemple, ne transmettent pas la nationalité. Ce qui fait que des enfants nés sur le sol égyptien de mamans dont le père est inconnu. Alors, il y a des histoires en Égypte de petites bonnes allant dans les pays du Golfe, etc. Mais ces enfants sont apatrides. Hein. C'est un des pays au monde où on en a créé le plus. Donc là, je crois que ce n'est pas vraiment pour de bonnes raisons, en quelque sorte. En revanche, voilà, y compris le pire, en quelque sorte, créer des apatrides, pour une raison comme l'attentat terroriste, me choque pas.